Donc, on va passer à la conférence suivante avec Monsieur Yazid Ben Mohob, qui est là, je pense, c'est Yazid. On s'excuse, c'est Yazid, donc il y avait des retards et puis ça Pas se de passe souci. d'une conférence à une autre. C'est assez Notre passionnant. Yazid Ben Mohob, qui est directeur général de la Bourse d'Alger. Donc, il va animer une conférence sur quel modèle de financement. On va passer un petit peu maintenant à la finance, au financement des startups. Comment financer les idées, comment financer ce genre de projet. Donc, quel modèle de financement pour nos startups? Financement participatif, capital risque ou bien fonds d'investissement. Donc, la conférence sera animée par Yazid Ben Mioub, directeur général de la Bourse d'Alger, donc le marché secondaire de financement, qui a débuté sa carrière professionnelle en 1993. Il a réalisé l'essentiel de son parcours au sein des structures du ministère des Finances. En 2012, il rejoint le ministère de la prospective et des statistiques en qualité de directeur d'études auprès de la Direction générale des grands équilibres macroéconomiques. S'agissant de son parcours académique, M. Ben Mohob est titulaire de 4 diplômes universitaires, dont 3 en post-graduation, à savoir un diplôme supérieur de post-graduation supérieure de l'Institut économique, douanière et fiscal d'Alger, un master en sciences des organisations de l'Université de Paris-Dauphine et un executive MBA de l'École supérieure algérienne des affaires ESA. Donc, marhaba avec Sir Yazid. Donc, vous nous honorez. Merci pour l'invitation. Vous allez nous parler un petit peu comment ces jeunes créateurs des projets start-up, comment ils puissent financer ces projets, surtout avec les nouvelles lois. Voilà. Marhaba, Sir Yazid. Tfadal. Merci beaucoup, Serli. Vous m'entendez bien? Très bien, très bien, très bien. Parfait, parfait, parfait. Alors, d'abord, je vous dis à tous Saha Aïdkoum, puisque on vient juste de fêter l'Aïd. Et puis, je remercie aussi M. Claude Ananou pour l'excellente présentation qu'il vient de faire. Et ça sera difficile en fait de rivaliser après une telle présentation. Je vais essayer de faire de mon mieux. Donc, voilà. Et effectivement, Monsieur Ali Mansouri m'avait sollicité, je le remercie pour cette initiative très intéressante, de parler un peu du financement, de l'entrepreneuriat d'une manière générale. Le sujet actuellement qui est débattu et qui revient souvent en Algérie, c'est le financement des startups, mais je dirais c'est le problème du financement de l'économie nationale est omniprésent aujourd'hui et depuis un certain temps d'ailleurs, depuis 2014, lorsque les prix du pétrole ont chuté, nous avons dû faire face à une crise de liquidité au niveau bancaire. Et cette crise, bon, elle a été jugulée d'une certaine façon. Mais aujourd'hui, la problématique demeure entière pour l'ensemble des entreprises, notamment après la crise sanitaire que nous vivons actuellement. Donc, pour ne pas m'étaler trop sur la question, je vais essayer de parler des startups. Pourquoi? Parce que M. Yassine Walid est présent donc, aujourd'hui dans ce forum. Hier, c'était M. Djeliden aussi. Donc, la présence de ces deux ministères et du ministère des incubateurs montre donc l'importance qu'accorde l'État, enfin le gouvernement, aux startups en Algérie. La question donc qui se pose, quel modèle de financement pour ces entreprises? Connaissant les sociétés algériennes qui commencent généralement donc, dans le secteur privé, je parle notamment, on est souvent confronté à un problème de financement. Mais aujourd'hui, pour les startups, quel devrait être le meilleur modèle de financement pour financer leur croissance? Alors, je vais essayer de partager avec vous une présentation sur donc, un aspect lié au financement des startups en Algérie.
Je vais essayer de vous donner quelques informations, notamment sur les différents modes de financement qui existent. Il faut dire aussi que à la date d'aujourd'hui, les moyens de financement ne sont pas très développés en fait. Alors, je voudrais savoir si la présentation est visible pour l'ensemble. C'est bon, elle est visible. Parfait, très bien. Alors, bien sûr, en parlant de start-up, d'abord, il faut pouvoir la définir parce qu'en discutant avec pas mal de jeunes entrepreneurs, ils se posent la question de dire est-ce que mon affaire est considérée comme une start-up? Pourquoi? Parce qu'on sait que dans la loi de finances, dans le projet, je dirais, de la loi de finances complémentaire pour 2020, il y a un certain nombre de mesures qui sont destinées aux start-up. Donc, certains se posent la question, est-ce qu'ils peuvent en bénéficier ou pas? Alors, je dirais, bon, la définition classique d'une start-up, c'est en fait, c'est une entreprise nouvelle qui est notamment, qui veut imposer un produit, un service innovant, donc qui peut souvent créer en fait donc qui bouscule un peu les habitudes, et aussi dans un contexte de grande incertitude. Alors aujourd'hui, je dirais, ce n'est pas seulement les startups qui sont dans un contexte de grande incertitude, mais aussi, je dirais, pas mal d'entreprises, même de grandes sociétés, que ce soit en Algérie ou ailleurs dans le monde. Les exemples fusent de partout, donc nous n'arrivons pas encore à mesurer l'impact du Covid sur la situation des entreprises. Donc, la start-up est donc cette société innovante. Alors, elle peut avoir trois caractéristiques essentielles. C'est d'abord, elle doit être caractérisée par une forte croissance. Cette forte croissance dans son domaine d'activité et l'utilisation aussi d'une technologie nouvelle. Bon, après, on se demande est-ce que les sociétés, les startups en Il y a un problème de son là. Monsieur Benmoab, on ne vous entend pas. On n'entend plus là. Ah bon? On n'entend pas. Là, c'est bon. Monsieur Benmoab. C'est Yazid. Monsieur Benmoab. Je crois que c'est un problème de connexion. J'imagine, oui. Yazid. Vous m'entendez? Très bien. Très bien, là, ça va. Je pense qu'il y a eu une déconnexion. Hein. Donc, j'étais au niveau des caractéristiques, comme je l'ai dit, l'utilisation de nouvelles technologies, mais le plus important aussi pour les startups aujourd'hui, c'est le besoin de financement qui doit être assuré par une levée de fonds. Alors, comment peuvent-elles lever des fonds? En l'absence de dispositifs financiers destinés aux startups en Algérie, ben souvent c'est de l'autofinancement. La majorité des jeunes que j'ai rencontrés, ils font de l'autofinancement. Soit c'est la famille qui leur prête, soit ils se débrouillent, on va dire, comme ils peuvent. Pourquoi? Parce que souvent, ces entreprises-là n'ont pas de garantie à offrir. Donc, les banquiers, pour faire leur travail, ils demandent des garanties pour accorder des crédits. Si les entreprises n'ont pas de garantie, notamment des hypothèques à produire ou des gages, donc des sûretés réelles, automatiquement, il n'y a pas de financement. Donc, la problématique du financement au démarrage est omniprésente pour ces entreprises-là. Alors, ici, peut-être il faudrait qu'on fasse aussi la part des choses pour ne pas inclure les sociétés en siège, le dispositif en siège,
dans le cadre des startups. Donc, ça n'a rien à voir pour le moment, sauf qu'on devrait attendre les nouvelles peut-être dispositions du financement des dispositifs ANSEJ, puisqu'il y a eu un transfert de l'ANSEJ du ministère du Travail vers le ministère donc, de M. Djeliten. Donc souvent, c'est des levées de fonds qui sont réalisées, j'ai dit, c'est de l'autofinancement, mais souvent, l'autofinancement qu'elle met en place ne suffit pas pour garantir le développement d'entreprise. Donc, c'est une phase quand même qui est assez critique pour ces entreprises-là. Alors, lorsque l'entreprise a été créée, la start-up a été créée, on peut avoir généralement deux cas de figure. Soit elle disparaît pour deux raisons essentielles. Soit parce qu'elle n'est pas rentable, et donc le niveau de mortalité dans ce secteur-là est très très élevé. On parle de 98%, 90 à 98% de taux de mortalité dans les startups, ou bien parce que l'entreprise réussit et souvent elle est donc phagocytée, elle est rachetée par de grands groupes. Donc dans les deux cas, je dirais que c'est le deuxième cas qui nous intéresserait bien entendu, c'est de pouvoir donc avoir des entreprises performantes, pourquoi pas des licornes algériennes dans le domaine. Alors, l'investissement maintenant pour les bailleurs de fonds est quand même assez risqué. Les banques en Algérie, le secteur bancaire d'une manière générale, ne prend pas de risque sur des entreprises nouvelles. Donc, il faut trouver un autre moyen. Les autres moyens qui ont été utilisés, c'est d'abord la mise en place donc, de ce qu'on appelle d'un dispositif de fonds d'investissement. Alors, les fonds d'investissement, il faut savoir qu'ils existent. Il y a une loi sur les fonds d'investissement qui existe en Algérie. Donc, nous avons quelques fonds. Il y a 6 fonds d'investissement qui sont actuellement en activité. Je citerai donc des Istithmar, je citerai la SoFinance, etc. Mais souvent, ces fonds d'investissement ne financent pas des entreprises nouvelles. Ils vont dans des entreprises qui ont déjà fait leurs preuves et ils rentrent donc dans le capital et donc ils ont de meilleures garanties de retour sur investissement. Pour les nouvelles sociétés en création, là, il faut véritablement trouver la solution la plus idoine. J'ai dit l'article 46 de la loi de finances, du projet de loi de finances complémentaire pour 2020, parle donc du crowdfunding. Le crowdfunding est cet outil qui permet donc à ces entreprises, à travers le monde bien sûr aussi, c'est quelque chose qui est utilisé de manière très répandue, notamment en Chine et aux États-Unis. C'est pratiquement les 98% du crowdfunding dans le monde et se trouve en Chine d'abord, puis aux États-Unis, et le reste donc suit notamment en Europe et les autres pays dans le monde. Donc c'est de dire le crowdfunding en fait va permettre à ces entreprises d'avoir des fonds au démarrage et de soutenir donc leur croissance notamment au début pour essayer de rendre leur business viable et sortir donc de la zone de risque pour aller sur des zones donc, de développement, de croissance assez importants. Mais avant d'arriver à cela, je vais donc donner on va essayer de cerner aussi le risque de participation donc, financièrement dans les startups. Aujourd'hui, c'est de dire que le risque, en essayant d'identifier le risque de la start-up, on va trouver d'abord c'est un risque d'abord managérial. Beaucoup de jeunes ont des idées, ils veulent les développer, mais ils ne savent pas gérer une entreprise. Donc, ils ont l'idée, parce que quelqu'un est un ingénieur en agronomie, l'autre est un ingénieur en électronique, et je passe. Ils ont l'idée, mais ils ne savent pas comment créer l'entreprise, ils ne savent pas comment la manager, ils ne savent pas comment est-ce qu'il faut mettre en place
une structure quelle est la structure en fait à mettre en place pour lancer leur entreprise? Est-ce que c'est une entreprise personnelle? Est-ce que c'est une heure? Est-ce que c'est une SARL et autres? Donc, le niveau de management de ces entreprises aujourd'hui pose un grand problème, aussi bien pour les startups que pour pas mal d'autres sociétés. Hein. Je parle en connaissance de cause. Aujourd'hui, à la Bourse d'Alger, nous avons 6 sociétés cotées, 5 qui sont dans les grandes entreprises et une société qui est une PME. Pourquoi? Parce que pas mal de ces sociétés-là, en Algérie, les sociétés familiales, n'ont pas cette capacité, capacité managériale pour envisager donc, des modèles de financement autres que les modèles de financement classiques. Donc, je pense que le premier problème pour les startups en Algérie, à la création, donc c'est un problème d'ordre d'abord managérial. Ensuite, vient un autre problème qui est d'ordre de la viabilité du modèle de la startup elle-même. Est-ce que le modèle est viable ou pas? Aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'entreprises, beaucoup de jeunes entrepreneurs qui investissent dans le même secteur d'activité. Nous avons eu ce cas notamment pour faire le parallèle avec l'ANSEJ, où on a eu des investissements en grande masse dans des secteurs, par exemple dans le transport, puis après dans la location de voitures, jusqu'à ce que les secteurs soient saturés. Donc pour ces entreprises-là, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a pas mal d'entreprises de jeunes sociétés qui sont, par exemple, dans les transports, comme Yassir, comme des sociétés de ce genre qui se développent. D'autres qui se développent dans le commerce, d'autres qui se développent donc, dans le secteur de la médecine, etc. Donc, la viabilité du modèle aussi doit être prise en considération pour aller vers des modèles qui soient viables et qui ne risquent pas donc de péricliter dès le démarrage. Par ailleurs, la start-up devrait présenter un produit innovant qui doit lui donner en fait un avantage concurrentiel par rapport aux autres entreprises. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui en Algérie? Dans certains secteurs peut-être, mais dans pas mal d'autres secteurs, c'est pratiquement des entreprises qui font du copier-coller, donc quelque chose qui existe en Europe ou aux États-Unis. Ils prennent le même modèle et ils essaient de le développer en Algérie. Bon, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher, mais après, il faut avoir des arguments solides pour pouvoir en fait intéresser de potentiels bailleurs de fonds. L'autre élément, c'est la forme de l'entreprise, la forme de la société. Est-ce que créer une start-up en tant que société de personnes, disons donc le registre de commerce serait en nom de la personne qui a lancé l'affaire, ou bien aller vers des modèles, donc des sociétés de capitaux de type EARL, donc entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou carrément des SARL. Ben, je dirais les plus indiqués seraient une EARL ou une SARL. Une EARL, SARL, pourquoi? Parce que comme ce sont des sociétés de capitaux, cela permet en fait de mettre à l'abri le patrimoine personnel du fondateur. Donc on va séparer entre le patrimoine de l'entreprise et le patrimoine du fondateur, pour que si un risque de faillite ou si l'affaire ne marche pas, eh ben, l'entreprise va disparaître, son patrimoine disparaît, mais le patrimoine personnel va demeurer. Par contre, si on va sur des modèles ou des schémas d'entreprise personnelle, le risque est quand même assez élevé. Donc, si l'affaire ne marche pas, eh ben, le fondateur risque de perdre même son patrimoine personnel. D'un autre côté, la EARL ou la SARL, en fait, va permettre, notamment la SARL, de ramener donc, des bailleurs de fonds qui vont prendre des parts dans le capital. Là, je parle de crowd equity, ou bien ça peut être aussi dans le capital risque ou le capital investissement, qui va permettre donc d'avoir des parts sociales dans l'entreprise et de participer donc à sa croissance. Et puis après, bien sûr, au bout de 5, 7 ans, voire un peu plus,
faire un exit par le rachat des parts par le fondateur ou bien à travers le marché boursier. On va voir qu'il y a donc un marché qui est destiné pour ces entreprises-là au niveau de la bourse d'Alger, puisqu'en 2012, nous avons mis en place un marché dédié aux petites et moyennes entreprises. Et on va voir que dans la définition de la PME pour la bourse, elle est différente de la définition qui est donnée par la loi qui gère en fait les petites et moyennes entreprises en Algérie. Alors, une fois donc que la société a été créée, le business model a été défini. Nous allons avoir pratiquement 4 niveaux de croissance, 4 niveaux plutôt de financement de ces startups. Alors, je les cite ici par ordre on va dire par classement. Généralement, donc, c'est le crowdfunding qui est le plus destiné pour les startups. Pourquoi? Parce qu'il permet en fait à des bailleurs de fonds de participer dans l'affaire, soit en faisant des dons, soit en faisant en donnant carrément donc un crédit. Donc c'est de prêter de l'argent. Ça veut dire que le fondateur devra par la suite rembourser le montant moyennant donc une rémunération qui serait donc un intérêt qui serait fixé, ou bien carrément ça peut être un financement à travers des prises de participation dans l'entreprise. D'où l'idée donc d'avoir par exemple des ACRL pour le lancement de start-up pour bénéficier de ce type de participation financière. Et puis après, vous avez le business angel. Les business angels, malheureusement en Algérie, il n'y a pas de loi ou de règlement, en fait, il n'y a pas de réglementation pour ce type d'activité. Alors qu'on va voir que dans le monde, c'est quand même assez développé. Donc, les business angels peuvent être en fait des bailleurs assez importants dans la vie de la start-up à un certain niveau. Donc, lorsque le crowdfunding a été mis en place, généralement, il ne suffit pas parce que l'entreprise aura notamment progressé, pour celles qui réussissent bien entendu, viendrait éventuellement après un business angel qui va mettre donc un ticket beaucoup plus élevé. Il faut préciser que pour le crowdfunding, dans le projet de loi de finances complémentaire pour 2020, il renvoie en fait à la régulation à la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse. Donc c'est la COSOB qui doit définir les aspects, on va dire, réglementaires régissant le crowdfunding, notamment pour répondre à certaines questions. Quel est le niveau du financement qui serait permis par le crowdfunding? Est-ce qu'on va aller sur des niveaux de 10, 20, 30 millions de dinars pour le démarrage? Est-ce que ça sera moins? Donc la question n'a pas encore été tranchée. Et de dire aussi quelles seraient les personnes ou la catégorie de personnes qui pourraient bénéficier, qui pourraient participer. Il faut savoir par exemple que dans certains pays, notamment en Europe, la participation dans le crowdfunding n'est permise que si votre revenu annuel dépasserait éventuellement les 120 000 euros par exemple. Donc cela exclut un certain nombre de catégories ou une catégorie de bailleurs potentiels. Pourquoi? Enfin, parce que, comme on l'avait dit, le risque est tellement élevé qu'on ne peut pas se permettre en fait de mettre en péril cette catégorie de personnes. Donc là, on va attendre que la COSOB statue sur ces questions-là et nous serons bien sûr fixés, je pense, très rapidement. Par ailleurs, comme les business angels n'existent pas, il n'y a pas de réglementation pour cela, on va passer en fait au capital risque ou au capital investissement. Alors, le capital risque ou le capital investissement ne peut pas, généralement, il intervient à une période précise de la vie de l'entreprise. Le capital risque, ça peut être donc notamment au démarrage, développement dans la R&D, etc. Et le capital investissement viendrait dans une autre phase de croissance.
Et bien sûr, nous allons avoir à la fin le marché boursier qui pourrait être donc le réceptacle de ces sociétés, puisque généralement, le capital investissement ou les fonds d'investissement doivent faire leur exit. Et pour eux, la meilleure façon de le faire serait de le faire à travers la bourse. C'est ce qu'ils appellent d'ailleurs la sortie royale. Bon, nous avons un cas notamment en Algérie pour ce qui est de NCR Wiba, qui est entré en bourse en 2013. Pourquoi? Parce qu'il y avait un fonds d'investissement qui devait sortir. Donc, il a été conclu avec les fondateurs de faire l'exit à travers la bourse d'Alger. D'abord, donc, comme j'ai dit, c'est ce qu'on appelle la sortie royale, mais aussi parce qu'il y a des aspects d'ordre purement fiscaux au niveau de la bourse, du marché boursier algérien, qui permet en fait au capital risque, au fonds d'investissement de sortir, puisque les plus-values réalisées au niveau du marché boursier sont totalement exclues, exonérées en fait de l'impôt. Voilà, ils sont exclus. Par conséquent, donc un fonds d'investissement qui sortirait à travers la bourse prendrait donc sa plus-value totale sans aucun prélèvement fiscal. Donc, j'ai dit pour le business angel, quelques informations. Par exemple, en France, on compte entre 5 000 et 8 000 business angels. Donc, vous imaginez que c'est des capacités de financement importantes. En moyenne, ils investissent jusqu'à 16 000 euros chacun. Donc, c'est quand même assez important pour une start-up. Et le niveau de financement qui est fixé peut être une excellente bouée de sauvetage pour les nouvelles entreprises. Puis vient donc le capital risque. Le capital risque vise en fait à réaliser des plus-values dans des temps très courts. Donc, il investit dans des affaires qu'il juge très rentables et fait son exit après. Donc, c'est des participations temporaires et minoritaires dans le capital de ces sociétés. Ça peut être aussi donc un modèle de financement pour nos startups. Alors, la différence, donc, vous avez ici le capital risque, capital développement. Donc, le capital risque, comme vous voyez, il va donc de la R&D, la naissance et la survie de l'entreprise, puisqu'on l'avait dit, le niveau le risque de mortalité étant très élevé, viendrait, si l'entreprise réussit donc ce cap, on peut aller vers un autre un autre aspect de financement. Donc, ce serait un capital développement à travers les fonds d'investissement qui va donc permettre à l'entreprise de soutenir l'entreprise et aller vers de soutenir le décollage de la société. Quels sont les avantages du capital risque? Bon, on l'avait dit, puisqu'on parle de start-up, donc on parle évidemment d'innovation. Donc, c'est quelque chose qui doit être novateur, intéressant et qui serait donc, je dirais, disruptif dans le domaine qui est visé. C'est aussi la possibilité de dénicher des licornes, des pépites, donc de voir si nous avons des sociétés qui pourraient éventuellement avoir disons, une croissance très importante et générer donc des retours sur investissement très élevés. Par ailleurs, vivre une aventure entrepreneuriale, là, ça dépend en fait si on démarre du fonds des capital risque privé ou public, puisque on va dire les motivations ne sont pas les mêmes, elles sont quand même, si la finalité est la même, les motivations ne le sont pas. C'est aussi transmettre un savoir, et là je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, la problématique managériale au niveau des startups se pose, donc il est très très important qu'il y ait un accompagnement de la formation des fondateurs sur des activités donc purement managériales. Il faudrait qu'ils apprennent donc à gérer leur entreprise et sortir en fait prendre de la distance par rapport au modèle qu'ils souhaitent développer. C'est aussi donc un retour sur investissement élevé, comme on l'avait dit tout à l'heure, en cas de succès bien entendu.
et puis des avantages fiscaux qui souvent donc, accompagnent ces activités-là. C'est le cas aussi chez nous, donc en Algérie. Je l'ai dit tout à l'heure, l'absence de business angels, nos start-upers vont vers de l'autofinancement, mais nous avons les fonds d'investissement et le fonds de capital risque, mais on va voir ici que ce qui ont été mis jusqu'à présent, les dispositifs qui ont été mis en place n'ont pas permis en fait l'émergence de licornes, parce que l'objectif c'est celui-là, c'est d'aider ces entreprises-là à prospérer, à croître et à arriver à des niveaux, donc, enfin, à décoller comme on dit dans le jargon. À la date d'aujourd'hui, si on regarde par exemple au niveau de l'exit, au niveau de la bourse, nous n'avons pas, aucun fonds d'investissement algérien n'a ramené de société au niveau de la bourse d'Alger. La seule que j'ai citée tout à l'heure, c'est un CRWIBA, c'est un fonds d'investissement étranger qui a ramené cette société-là. Donc, la quid des fonds d'investissement actuellement, de Sofinance, Jazair Istithmar, comme je l'ai dit, la Finalep aussi. Bon, on se pose la question, quel est le rôle de ces fonds d'investissement? Il faudrait peut-être revoir tous ces aspects. Il y a eu, donc, en 2009, il y a eu une initiative très intéressante, c'était la création des fonds d'investissement de Wilaya, des fonds de Wilaya d'investissement, on les appelait des fonds d'investissement de Wilaya. En fait, on a créé 48 fonds de Wilaya. Chaque Wilaya avait un fonds d'investissement et chaque fonds d'investissement était doté, écoutez bien, d'1 milliard de dinars. Vous imaginez le montant? 1 milliard de dinars, c'est-à-dire on avait mis sur la table 48 milliards de dinars pour le financement des jeunes entrepreneurs. Je dirais des jeunes entrepreneurs, je ne parlerai pas de start-up. Les dernières statistiques que j'ai eues, notamment en 2018, croyez-moi, je suis resté bouche bée puisqu'on a eu des fonds d'investissement. Par exemple, je prends le fonds d'investissement d'Oran, avec 1 milliard de dinars de dotation, il ne finançait que 4 entreprises. Et c'est des entreprises qui sont dans des secteurs habituels, donc petite industrie, etc. Est-ce l'objectif de ces fonds-là? Donc, aujourd'hui, la remise en cause de ces fonds la question demeure posée, quel serait donc leur devenir? Il faut savoir aussi, la gestion de ces fonds d'investissement a été confiée aux 3 sociétés de capital investissement, mais aussi aux filiales de 2 banques publiques. Pour moi, le métier de banquier et le métier donc, de capital risqueur ou de fonds d'investissement sont différents. Pourquoi? Parce que si le banquier finance sur la base, comme je l'ai dit, de sûreté réelle, donc il a quand même une sécurité, on va dire un airbag en cas de problème. Lorsque vous prenez des parts dans des sociétés en tant que capital risqueur ou en tant que donc, fonds d'investissement, vous les prenez, ce n'est pas sur la base de sûreté réelle, mais sur la base d'un business plan que vous avez étudié, donc d'une analyse financière, et qui pourrait donc se heurter peut-être à des incidents de parcours. Donc, le risque de voir la mise, on va dire, réduite ou disparaître est quand même assez élevé. Donc, ce sont 2 métiers. C'est pour ça que je dis, confier la gestion des fonds d'investissement à des banquiers peut ne pas être toujours la meilleure solution. Donc là, vous avez un certain nombre, par exemple, Jazair Istithmar gère les fonds de Wilaya, d'Alger et autres. Donc, vous les avez ici, Sofinance, la Finalep, la filiale de la BNA et la filiale de la BEA. Donc, si par exemple une entreprise de Relizane souhaite se financer à travers ce fonds d'investissement, il faudrait qu'elle voie donc avec la Banque extérieure d'Algérie. Si c'est une entreprise de Batna, ça serait donc la Sofinance et voilà. Donc, ça se passe de cette façon-là. Mais je précise ici que la PME que nous avons à la Bourse d'Alger, qui est donc Awam Invest, a été financée par ce dispositif-là. Et très vite, donc, elle est passée de Earl à SARL, à Société par Action, et elle a fait donc une entrée au niveau de la Bourse d'Alger en ouvrant 10% de son capital donc, à des institutionnels. Donc, on va voir après quelles sont les modalités d'introduction au niveau de ce marché-là.
Alors, les principales dispositions qui régissent ces fonds d'investissement, c'est d'abord, en termes de mission, c'est faciliter l'accès des PME créées par les jeunes promoteurs. Donc là, on peut mettre aussi bien les startups que les autres entreprises créées dans le cadre de l'ANSEJ, etc. Financement de chaque fonds, donc je l'ai dit, il est doté d'1 milliard de dinars. C'est pas rien du tout. Niveau d'intervention maximum, c'est 49%, donc ils ne peuvent pas avoir la majorité, donc ils sont à 49%, c'est généralement le cas de tous les fonds d'investissement, même à travers le monde, plafonné donc à 100 millions de dinars, sauf dérogation. Donc le fait d'aller à 100 millions de dinars, pour certains PME, là je ne parle pas de start-up parce qu'on n'est pas à ces niveaux-là, pour d'autres start-up, parfois les 100 millions de dinars paraissent quand même assez peu, notamment dans des secteurs qui sont très capitalistiques. Et la participation ne doit pas dépasser 10% des ressources financières allouées au fonds concerné lui-même. Donc ça aussi, ça met un frein et ça limite en fait les capacités d'intervention des fonds d'investissement. Pour ce qui est des formes d'intervention, donc ça peut être une capital risque, comme j'ai dit tout à l'heure, à la création, mais c'est très rare, donc ils ne prennent pas ces risques-là. Pourquoi? Je l'ai dit parce que la gestion qui est confiée à des banquiers ou à d'autres, ils n'aiment pas prendre ce type de risque. Donc ils préfèrent aller vers du capital développement, donc financer des entreprises qui ont déjà, on va dire, entre guillemets, pignon sur rue. Le financement de restructuration, transmission et rachat des participations, ça peut se faire. Et je pense que dans cette période de la Covid-19 et post-Covid, je pense que ce type de financement peut jouer un rôle très important dans la sauvegarde des entreprises, à la sauvegarde notamment des postes d'emploi. Donc, le rachat, si des entreprises venaient donc à disparaître en cas de faillite, la possibilité de racheter les parts pour permettre la pérennité de la société serait un élément très important. Donc, mais il faudrait que nous ayons des fonds d'investissement assez puissants. Bon, nous avons les FMI qui pourraient prendre en charge une partie pour ce qui est des entreprises importantes. Les activités éligibles, donc pratiquement toutes les activités, à l'exception du commerce et de l'agriculture, donc toutes les autres activités sont éligibles. La forme juridique, c'est automatiquement la SARL, puisque comme il y a une prise de participation, donc 49,51, ça ne peut être qu'une SARL ou bien une SPA, donc société par action, et dans ce cas, ça serait donc la forme la plus indiquée. Lorsque c'est une SARL, donc le financement se fait à travers un financement en avance donc sur les comptes courants des associés. Voilà. Maintenant, on va essayer de voir quelques chiffres sur les startups, notamment à travers le monde. Il faut savoir, par exemple, qu'en 2017, il y a eu une levée de fonds pour les startups. Alors ici, la startup, c'est selon la définition que j'ai parlé tout à l'heure, donc d'innovation, etc. Il y a eu 34 milliards de dollars, avec 25 milliards de prêts. Donc, ce sont des financements à travers des prêts, rémunérés ou non rémunérés, ça dépend. 5,5 milliards sont faits sur la base de dons. Donc là, c'est généralement des financements ça peut être donc philanthropique parce que certaines personnes, par exemple, qui sont portées sur l'écologie ou autre, peuvent donc financer des entreprises qui investiraient dans ces domaines-là en faisant donc des dons. Donc c'est 5,5 milliards de dons et 2,5 milliards en equity, donc ils sont rentrés dans le capital de ces entreprises-là. On voit que finalement, c'est les prêts rémunérés donc, qui sont les plus utilisés. Pour l'Algérie, donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, reste à fixer les montants et les modalités de financement. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de la COSOB. On attend que la COSOB, bien sûr, sorte son règlement. Mais bien sûr, il faudrait d'abord que la LFC donc, soit votée et publiée au journal officiel. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir en fait un engouement de la part des jeunes entrepreneurs. Le directeur général du Trésor avait parlé aussi de la création, et je pense que messieurs les ministres on en parlait lors de ce forum. C'est la création donc d'un fonds
qui va regrouper en fait l'ensemble des fonds d'investissement que je viens de citer et qui aura donc une grande capacité de financement pour booster ces entreprises-là. Le dernier chiffre donc, que nous avons, qui est donc édité par le Financial Times pour 2020, on a par exemple sur un classement de 268 entreprises celles qui ont fait en fait les plus grosses levées de fonds. On va voir qu'il y a 90 sur les 268, il y a eu 90 qui ont été classés les 3 derniers rapports, donc il y a 3 ans de suite. Ça veut dire que la majorité des autres n'ont pas fait autant de levées de fonds, ou bien entre-temps, elles ont périclité, elles ont disparu. 259, c'est dans le secteur de la technologie. C'est véritablement la définition de la start-up. Et sur les 259, il y a 70 sociétés qui sont dans les fintech et dans le e-commerce. Ici, les capacités, donc, le développement en Algérie, notamment de la fintech et du e-commerce, je pense que c'est la solution pour un certain nombre de problèmes, notamment la lutte, on va dire, la lutte, peut-être pas le terme que j'utiliserai, mais ce serait un moyen en fait d'assécher le secteur de l'informel en utilisant les moyens de paiement électronique, en utilisant donc le e-commerce. Ça va permettre en fait d'assécher graduellement la liquidité importante qui circule au niveau du marché informel. Donc sur les 268 entreprises, c'est l'Allemagne qui se taille donc la plus grande part, et puis elle est suivie donc par l'Italie, l'Angleterre, et puis plus bas donc vous avez la France, la Belgique et les autres pays. Donc on voit aussi que l'importance qui est donnée dans le financement des entreprises qui versent dans les nouvelles technologies, dans les fintech et le commerce, est quand même assez prononcée à travers le monde. Maintenant, en ce qui concerne, c'est clair que tout financement donc, a un coût. Le coût, bien sûr, est lié aussi au délai. Alors, pour 2018, dans le Doing Business 2018 de la Banque mondiale, on a par exemple qu'en France, pour créer son entreprise, vous avez besoin de 3 jours et demi, contre 4 jours et demi en Royaume-Uni et 10 jours et demi en Allemagne. Bien sûr, après, les chiffres ont été revus en 2019, bien entendu. Et en termes de coût, vous avez 0,7% du revenu par habitant en France, contre 1,1% aux États-Unis et 1,9% donc en Allemagne. Ça veut dire qu'en France, le financement donc, des startups est le moins coûteux. On a vu tout à l'heure que vous avez donc les business angels, ils sont entre 5 000 et 8 000. Donc il y a une grosse capacité de financement qui fait que même les start-upers peuvent, avant de conclure donc, un contrat de financement, peuvent démarcher beaucoup de sociétés ou beaucoup de business angels et avoir donc les financements les moins coûteux possibles. Donc, la question des délais et des coûts doit être aussi au centre du développement des startups en Algérie. Il ne faudrait pas qu'un chef d'entreprise qui voudrait se lancer donc, dans une entreprise, on va dire, innovante, etc., va se retrouver à courir pendant des semaines, voire des mois, pour créer son entreprise. Donc, il faut réduire au maximum les coûts. Et je pense que les incubateurs qui sont mis en place actuellement et l'existence d'un secrétariat dédié aux incubateurs va jouer en faveur de la réduction des délais. Et bien entendu, si les délais sont maîtrisés, on pourra automatiquement maîtriser les coûts. Pour le crowdfunding donc, en Algérie, c'est l'article 46 du projet de loi de finances 2020. En fait, il ne parle pas du crowdfunding en tant que tel, mais il parle beaucoup plus de la création d'un statut de conseiller en financement participatif. Donc, le crowdfunding, c'est le financement participatif. L'article 46 parle de la création de ce conseiller en financement qui va en fait permettre d'accompagner dans tout le process les startups lorsqu'elles souhaitent en fait se financer à travers
le crowdfunding. Par ailleurs, le crowdfunding tel qu'il est défini, donc en parlant de finances participatives, pour ceux que ça intéresse, il peut être Sharia compliant, c'est-à-dire il épouse les concepts, les pratiques chariatiques dans la mesure où il ne produit pas d'intérêt. Donc, si c'est de crowdfunding qui n'est pas lié à des prêts, donc le prêt étant lui-même lié à un intérêt, si c'est donc de l'equity ou si c'est des dons, donc il est totalement chariatique et il pourrait donc être utilisé en tant que tel. Et ici, peut-être, on peut ouvrir aussi une brèche, c'est la possibilité en fait qui serait donnée d'utiliser la finance dite islamique dans le financement des entreprises d'une manière générale. Nous avons le crowdfunding pour les startups, mais on pourrait imaginer aussi un développement pour ce qui est de ce qu'on appelle de la finance, enfin, des banques islamiques, puisque la Banque d'Algérie a autorisé l'ouverture des guichets, mais aussi des banques tout court, donc qui sont dans des banques Sharia Compliance. Et de l'autre côté, la possibilité d'émettre aussi sur le marché boursier des produits qui seraient Sharia Compliance, tels que les soukouk, donc qui viendraient donner un grand support financier pour les entreprises qui ne souhaitent pas ou là, qui ont une réticence à utiliser les moyens de financement bancaire pour financer leurs activités. Alors, je voudrais d'abord faire un parallèle avec l'évolution de la liquidité bancaire pour dire est-ce que le crowdfunding qui est mis en place par le projet de loi de finances 2020 est intéressant ou pas. On va voir qu'il est intéressant parce qu'à la date d'aujourd'hui, la question qui se pose, c'est comment mobiliser l'ensemble des moyens financiers qui se trouvent en Algérie. La question est primordiale. La question de mobiliser l'argent qui circule au niveau du secteur du marché informel est aussi centrale. Comment peut-on donc attirer cette masse financière vers le marché formel? Alors, pour ce qui est de l'évolution de la liquidité bancaire, on va voir que à partir de 2014, donc vous voyez que le niveau de la liquidité bancaire est passé de 2731 milliards de dinars en 2014 jusqu'à, alors on va dire jusqu'à 780 milliards de dinars à juin 2017. Donc là, si on compare donc ce graphe au prix du pétrole, on va voir que la liquidité suit le prix du pétrole. Dès que le prix chute, la liquidité chute. Ce qui pose la problématique aujourd'hui de la capacité du secteur bancaire à continuer à financer la croissance dans un contexte de volatilité donc des prix du pétrole, mais aussi de la baisse assez importante qu'a connue ce marché, c'est notamment avec la crise du Covid. Donc, jusqu'à juin 2017, on était à 780, puis on est remonté entre décembre 2017 et juin 2018, notamment avec l'utilisation de ce qu'on appelle du financement monétaire. Donc, ça a permis en fait aux banques d'avoir un surplus on va dire, à revenir à un niveau de liquidité plus, on va dire, moyen comparé à 2014. Mais aussi, il faut dire que la Banque d'Algérie a mis en place donc des mesures d'open market qui a permis en fait d'injecter de la liquidité au niveau du marché en revoyant notamment le niveau des réserves obligatoires. C'est ce qu'elle vient de faire d'ailleurs il y a quelques semaines pour libérer beaucoup plus de liquidités pour permettre aux banques de financer les entreprises dans un contexte assez particulier qui est celui du contexte du Covid. Donc cette remontée-là pose donc la question de mobiliser, comment mobiliser
les autres moyens de financement, puisqu'il faut préciser que le secteur bancaire en Algérie finance pratiquement 95% de l'activité économique. C'est dire qu'un risque systémique, si demain les prix du pétrole venaient à chuter à des prix donc, plus bas que ce que nous avons vu, la question de la viabilité du modèle de financement se pose. D'où la nécessité de mobiliser d'autres sources de financement. Le crowdfunding étant destiné aux startups, il faut trouver aussi donc d'autres moyens de financement pour les PME, mais aussi pour les grandes entreprises, puisque en l'état actuel, nous avons donc dans le viseur le développement de la start-up, mais aujourd'hui, la question qui se pose, c'est comment remettre sur les rails nos PME et nos grandes entreprises, notamment avec la crise du Covid. On voit bien que la situation est assez complexe, mais des solutions en fait existent, seulement il faut peut-être les mettre. Nous sommes tenus par le temps, donc c'est une question de temps. Il faut aller vite et bien aussi pour pouvoir dépasser cette contrainte. Alors, la baisse de la liquidité bancaire produit des conséquences. Alors, la conséquence qu'on peut citer, c'est d'abord, avant de parler des solutions envisagées, c'est d'abord une pression accrue sur le secteur bancaire. Et ça, on l'a vu. Donc, beaucoup d'entreprises aujourd'hui, puisque la liquidité baisse, le banquier est beaucoup plus près de ses sous. Auparavant, avant 2014, l'État avait mis en place, donc il y avait une surliquidité, pour consommer donc pour absorber ces surliquidités, en dehors de l'approche monétaire de la Banque d'Algérie, l'État avait mis en place un dispositif qui était celui donc, des taux d'intérêt bonifiés. Donc, on poussait un peu les entreprises à aller contracter des crédits d'investissement moyennant un taux d'intérêt bonifié par le Trésor. Aujourd'hui, la situation n'est plus la même. La liquidité bancaire ayant baissé, les banquiers sont beaucoup plus regardants sur les projets, les entreprises à financer. Donc, celles qui présentent les meilleures garanties seront financées. C'est donc une pression qui est quand même assez accrue sur le secteur bancaire et donc qu'il va falloir solutionner rapidement. Donc, il faut faire baisser cette pression sur le secteur bancaire, comme on a dit, qui finance 90 à 95% de l'activité économique. Par ailleurs, la baisse de la liquidité bancaire va produire inéluctablement un renchérissement du coût du crédit bancaire, c'est clair. Puisque l'argent vient manquer, le crédit serait plus cher. Et comme l'État ne pourra plus continuer indéfiniment donc, à bonifier les taux d'intérêt, il faut revenir donc à un niveau qui serait, on va dire, acceptable pour ne pas aller sur des niveaux de taux d'intérêt excessifs qui pourraient être pénalisants pour les entreprises. Par ailleurs, la pression accrue sur le secteur bancaire et le renchérissement du coût des crédits va produire un effet d'éviction sur les PME. Aujourd'hui en Algérie, ça a toujours été le cas, bien entendu, il faut le préciser. Quand je parle des PME, je vise beaucoup plus le secteur, je parle plus du secteur privé. La majorité de nos PME dans ce secteur-là sont insuffisamment capitalisées. Elles n'ont pas suffisamment de capital. Vous allez avoir des ACRN. Moi, j'ai vu je suis parti rencontrer un chef d'entreprise qui a pignon sur rue en Algérie, qui est connu. Eh bien, croyez-moi que lorsque, en discutant avec le chef d'entreprise, eh bien, j'étais très, très étonné de savoir que son entreprise était sous la forme de EARL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, alors que c'est une entreprise qui, comme je l'ai dit, qui a pignon sur rue, qui investit dans un secteur très, très porteur, très profitable, qui est connu, très connu au niveau national et qui exporte même ses produits à l'international. On se pose la question, une EARL qui a donc
10 000 ou 20 000 ou 30 000 dinars ou 1 million de dinars de capital, c'est inconcevable. Donc, cette problématique va créer donc un effet d'éviction dans la mesure où les entreprises qui sont insuffisamment capitalisées ne pourront pas accéder à des financements bancaires notamment, sachant que l'activité, le financement via la bourse est encore à la traîne parce que pour plusieurs raisons, hein, on pourra en parler tout à l'heure, c'est parce qu'aussi dans le modèle de financement de ces entreprises-là, la bourse ne figure pas comme un moyen de financement qui pourra être utilisé. Donc, ils sont plus dans l'autofinancement et dans le financement bancaire. Le financement à travers le marché, pour l'instant, reste, je ne dirais pas un tabou, mais je préfère dire méconnu. Donc, cet effet d'éviction va produire, en fait, va impacter de manière très significative les PME. Donc, il va y avoir un risque de faillite, un risque de réduction du chiffre d'affaires, etc. Et bien entendu, la problématique donc, du soutien de l'emploi ou du maintien des emplois pourrait donc se poser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, plus qu'hier, il est indispensable que nous repensions le modèle de financement, je dirais, de toute l'économie algérienne, et les chefs d'entreprise ont un rôle important à jouer parce que le niveau, comme j'ai dit, managérial, notamment dans les entreprises privées, ne permet pas à ces chefs d'entreprise d'entrevoir d'autres moyens de financement, comme je l'ai dit, tels que, par exemple, accepter un fonds d'investissement, donc qui viendrait partager le capital de l'entreprise. Ils vous disent, c'est une société familiale, je ne voudrais pas avoir d'autres actionnaires en dehors des actionnaires de la famille. Et là, cette façon de raisonner va automatiquement créer donc une barrière et va freiner le développement de l'entreprise. Par ailleurs, beaucoup de ces chefs d'entreprise aussi, comme on le sait, lorsque vous avez un fonds d'investissement qui vient prendre des parts dans le capital, ou bien qui, lorsque l'entreprise souhaite aller sur le marché boursier, la question de la transparence est aussi centrale. Et Dieu sait aujourd'hui si nous avons besoin de transparence dans les affaires d'une manière générale. Donc, comme on le sait, beaucoup d'entreprises ont un pas dans l'informel et un autre dans le formel. Donc, il y a peut-être des choses qu'ils ne souhaiteraient pas montrer, notamment parce qu'ils vous disent ils ont peur, en fait, comme ils le disent souvent, ils disent que c'est une problématique fiscale, mais bon, je ne pense pas que ça soit ainsi parce que, quoi qu'il en soit, il y a des dispositifs qui permettent en fait d'alléger la pression fiscale à travers des dispositifs ANSEJ, ANDI et j'en passe. Donc, la révision de ce modèle de financement aujourd'hui est primordiale. Mais je suis confiant dans la mesure où j'ai rencontré beaucoup de chefs d'entreprise jeunes, notamment, qui n'ont pas peur entre guillemets, de perdre leur société. Pour eux, l'objectif essentiel, c'est de pouvoir maintenir leur société en activité, d'une, et de deux, de grandir assez rapidement et d'aller sur des marchés à l'international. Donc, ceux-là sont ouverts à toute forme de financement qui serait disponible. Donc, à charge pour nous, je parle donc des professionnels, de mettre sur la table des solutions viables qui pourraient donc intéresser ces chefs d'entreprise pour les pousser donc à changer leur modèle de financement. Quelles seraient les solutions envisagées devant les problématiques que nous venons d'annoncer? La première, comme je l'ai dit, c'est la révision du modèle de financement de ces sociétés. C'est primordial. Il faudrait que le mindset de ces chefs d'entreprise change. Il faudrait qu'ils changent, qu'ils aient la capacité, l'aptitude donc à aller se transcender pour permettre en fait, par exemple, d'ouvrir leur capital à des investisseurs étrangers, étrangers à la famille bien sûr, ou bien carrément étrangers dans la mesure où s'il y a des investisseurs qui ne seraient pas des Algériens,
On pourrait réfléchir dans la situation actuelle aussi en encourageant les fusions-acquisitions, pourquoi pas à travers la bourse, parce qu'aujourd'hui, au lieu de perdre une société qui n'arrive pas en fait à se maintenir, ça serait donc la possibilité de pouvoir la racheter par d'autres sociétés qui sont dans le même secteur ou par des investisseurs, donc des fonds d'investissement par exemple, pour la sauvegarde des emplois. Par ailleurs, il faut travailler sur l'innovation financière. L'innovation financière, là je parle des banquiers, je parle de la bourse, je parle donc de tout l'écosystème financier pour la mise en place de nouveaux produits de placement. En Algérie, on est resté depuis des lustres avec des produits de placement classiques. C'est des DAT, c'est des actions, c'est des obligations, et puis basta, il n'y a plus rien après. Alors qu'ailleurs, le développement de la finance, notamment de la fintech aujourd'hui, permet donc des solutions de financement, de mettre en place des nouveaux produits de placement. On se félicite que les pouvoirs publics aient opté pour la finance islamique. Encore faut-il que les banques mettent en place très rapidement ces produits, mais aussi que la bourse puisse lancer les soukouks dans un délai qui soit, dans les meilleurs délais possibles, parce que l'urgence l'impose. Par ailleurs, encourager l'émergence de sociétés de capital investissement, de capital risque. Comme je l'ai dit aujourd'hui, nous avons 6 sociétés en Algérie. C'est insuffisant compte tenu des besoins exprimés par les entreprises. Il faut développer. Alors, si on ne peut pas le développer en disant local, ça serait intéressant aussi de réfléchir à la possibilité d'ouvrir le marché à des investisseurs potentiellement étrangers. Donc, il y a des fonds d'investissement qui sont sur l'ensemble des places financières, des places boursières à travers le monde, qui pourraient être intéressés par l'Algérie aujourd'hui, qui a des atouts donc à faire valoir. Pour vous citer l'exemple, la Tunisie aujourd'hui, le marché boursier tunisien, avec toutes les difficultés qu'ils ont connues et qu'ils connaissent, eh ben, si la bourse de Tunis continue de travailler, c'est parce qu'ils ont ouvert il y a 3 ans le marché aux investisseurs étrangers. Et c'est 60% de l'activité est générée par cette partie-là. Pour nous, en Algérie, on peut par exemple travailler avec la diaspora. Donc, le fonds qui va être créé incessamment, c'est aussi la possibilité de permettre à la diaspora de participer au financement de l'économie nationale. Également, la bonification des taux d'intérêt sur des obligations corporate. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, ici, j'essaie de faire le parallèle parce que la bourse aujourd'hui est quelque peu pénalisée par un effet d'éviction qui a été créé du fait qu'on bonifie les taux d'intérêt des crédits d'investissement alors que la bourse ne bénéficie d'aucune bonification, à l'exception peut-être de la défiscalisation totale de tout ce qui est plus-value et aussi dividendes, intérêts sur obligations. Mais cela ne suffit pas. Pourquoi? Parce que si on regarde les chiffres, par exemple les coûts d'introduction en bourse, on va voir qu'une société qui souhaite s'introduire en bourse va devoir supporter entre 6 à 8% de frais d'introduction, entre tout ce qui est le paiement par exemple, de la notice d'information, du prospectus, des roadshows, etc. C'est entre 6 et 8%. Si on regarde les taux d'intérêt sur crédit d'investissement, ils se situeraient autour de 8%. Par contre, les taux d'intérêt sur crédit d'investissement sont bonifiés. Ils étaient bonifiés à 1 et 3% à un certain moment. Donc, automatiquement, chef d'entreprise, si vous mettez sur la table le choix de financement à travers la banque ou à travers la bourse, eh bien, il va choisir son banquier. De 1, parce que les taux d'intérêt sont bonifiés, et de 2, parce que l'histoire de la transparence ne se pose pas. Donc, l'idée serait peut-être de bonifier les taux d'intérêt sur les obligations corporate. Donc, lorsque une société va émettre des obligations, au lieu de supporter, par exemple, au lieu de payer 6 à 7 ou 8% d'intérêt aux éventuels prêteurs, l'État ou le Trésor pourrait donc envisager de rembourser une partie, donc de bonifier ces taux d'intérêt. Et peut-être
une précision, c'est que dans cette situation de crise, je lisais pas plus tard qu'hier dans un article du Financial Times que les grandes compagnies américaines, notamment comme vous avez Disney, vous avez Coca-Cola, vous avez les grandes sociétés dans le secteur automobile, etc., eh bien, ils font des émissions d'obligations aujourd'hui à des niveaux extraordinaires. Donc, ils sont passés de 530 milliards de dollars au premier semestre 2019. Ils sont aujourd'hui à plus de 1000 milliards de dollars d'émissions d'obligations pour soutenir leur croissance. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, ils doivent anticiper sur la crise du Covid. Il faut qu'ils soient prêts. Donc, c'est des entreprises qui vont tout faire pour se maintenir au niveau de croissance qu'ils avaient avant le Covid, pour qu'ils ne soient pas impactés de manière très significative. Donc, aujourd'hui aussi, les sociétés algériennes qui éprouveraient des difficultés de financement pourraient le faire à travers des émissions obligataires au niveau du marché boursier. Pourquoi pas? Dahli l'a fait, c'est une société privée. La Sonalgaz l'a fait à 2 reprises. La Sonatrach l'avait fait au tout début aussi. Donc la solution pourrait venir de là en mettant en place des émissions obligataires corporate, donc pour ces entreprises-là, mais aussi peut-être des émissions de sukuk. Elles pourraient être des sukuk souverains, donc qui seraient émis par l'État, mais aussi des sukuk corporate. Mais pour cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait une modification du code de commerce, du code civil aussi, parce que la finance islamique a là certaines exigences qu'il va falloir donc il va falloir mettre à niveau la législation commerciale et civile. Par ailleurs, ça serait par exemple d'accorder une préférence aux sociétés listées en bourse dans l'attribution des marchés publics, sachant qu'en Algérie, la croissance a toujours été tirée par l'État à travers la commande publique. Aujourd'hui, si nous voulons avoir de la transparence, si nous voulons avoir des entreprises avec un modèle de financement, il va falloir aussi les inciter à aller en bourse à travers, comme je l'ai dit, c'est de donner par exemple une préférence, de dire que dans les marchés, la soumission au marché, les entreprises qui seraient cotées en bourse bénéficieraient donc de bonifications de points qui seraient donc à déterminer. C'est une façon de ramener ces sociétés-là vers la bourse. C'est une façon aussi de mettre en place les jalons de la transparence dont nous avons tant besoin et créer en fait l'inclusion financière qui tarde en fait à être mise en œuvre chez nous en Algérie. Alors, en passant donc du financement des startups, donc crowdfunding, financement d'investissement, etc., c'est de voir aussi que la bourse d'Alger pourrait jouer un rôle primordial dans le financement de la croissance en Algérie, le financement des entreprises à travers les marchés que nous avons. Donc, pour ceux qui nous écoutent, je vais essayer de vous présenter les marchés qui existent au niveau de la bourse d'Alger, ce qu'on appelle la cote officielle. Donc, nous avons 2 possibilités de financement à travers soit un marché du type de capital, donc un marché d'actions, ça veut dire que ça serait l'ouverture du capital. Et vous avez, pour les sociétés qui ne souhaiteraient pas ouvrir leur capital, ce serait des émissions obligataires. Donc, c'est ce dont je viens de parler à l'instant. Alors, sur le marché du type de capital, sur le marché des actions, nous avons créé, donc avant 2012, la bourse d'Alger n'était destinée en fait qu'aux grandes entreprises. C'est-à-dire qu'il n'y avait que les grandes entreprises qui pouvaient se financer. C'est ce qui explique que nous avons eu L'Horacie, Saïdal, par la suite, donc Alliance Assurance, etc. Ce n'est qu'en 2012 que nous avons ouvert le marché à la PME. Et c'est tout à fait normal que la bourse puisse être un levier
pour ces entreprises-là. Parce que le marché principal qui finance les grandes entreprises sont sur des marchés matures déjà. Donc, la marge de croissance, elle est quand même n'est pas aussi importante que pour les PME. Les PME ont des marges de croissance qui dépassent les 20-30%, donc voire plus pour si nous sommes des PME, donc une start-up qui aurait réussi, donc une licorne, on va avoir donc des niveaux de croissance qui seraient donc multipliés par 10, voire plus. Donc, on a ouvert le marché de la PME, le marché de la bourse à la petite et moyenne entreprise. Alors, par contre, ça, c'est le marché donc, obligataire. Je vais parler des conditions d'introduction. Alors, pour les conditions d'introduction, pour le marché des actions, pour les grandes entreprises, il y a des conditions. Donc, c'est pour dire que les sociétés qui souhaitent s'introduire en bourse, parce que la question m'a été posée plusieurs fois. Est-ce que mon entreprise peut être cotée en bourse? D'abord, il faut comprendre que la bourse finance toutes les entreprises, quel que soit le secteur d'activité, de 1. De 2, il y a des obligations, enfin, il y a des conditions à remplir. Dans la mesure où vous remplissez ces conditions, vous êtes éligible à la bourse d'Alger. Ça veut dire que, bon, je ne parle pas des startups, bon, une startup ne peut pas au démarrage aller directement en bourse, mais elle pourrait venir au bout de la 4e année. Elle pourrait le faire un peu plus tôt si ses marges de croissance sont très importantes. À titre d'exemple, sur les marchés, par exemple, les marchés américains, les entreprises qui se créent, elles vont en bourse au bout de 6 mois. C'est-à-dire 6 mois après leur création, voire une année, elles vont déjà faire des levées de fonds à travers la bourse. Mais pourquoi? Parce que c'est lié d'abord, j'ai dit, au modèle managérial, certes, mais aussi parce qu'il y a tout un dispositif qui vient soutenir ces sociétés-là. Ces histoires de crowdfunding, de business angel, de capital risque, de fonds d'investissement, donc qui sont très puissants, qui donnent en fait un coup d'accélérateur assez important. Et l'entreprise se trouve très rapidement en besoin de financement beaucoup plus élevé et qui ne peuvent être accordés que par ou la fournis que par le marché boursier. Par contre, si on va en Europe, notamment par exemple en Italie ou on va dire dans des pays beaucoup plus classiques, les entreprises pour aller en bourse mettent entre 20 et 30 ans. C'est ce qui explique qu'ici en Algérie, on n'a pas de sociétés qui sont cotées en bourse. Il n'y a pas de sociétés privées. Donc on a 3 sociétés privées, mais c'est insuffisant au regard des besoins du nombre de sociétés qui existent, au regard des besoins de financement de notre économie. Le nombre de sociétés cotées est insignifiant, tout simplement insignifiant. Donc, pour qu'une société puisse se faire coter ou faire une levée de fonds à la bourse, il faudrait qu'elle soit une SPA. Alors, la forme juridique est la même pour l'ensemble, que ce soit une grande entreprise ou une petite entreprise. Ça veut dire que si vous créez votre société au démarrage en tant que société par action, eh bien, vous êtes déjà, vous avez un pas au niveau de la bourse. Après, c'est le niveau du capital social. Si le capital social de l'entreprise dépasse les 500 millions de dinars, on considère que c'est une grande entreprise, donc elle va sur le marché principal où il y a des conditions particulières. Inférieure à 500 millions de dinars, elle est considérée pour nous comme étant une PME. Elle sera donc, on va lui appliquer des conditions moins contraignantes. Donc, c'est d'abord pour les grandes entreprises. Oui. Yazid, le temps me presse, s'il vous plaît. Ok, parfait. Donc, je vais terminer. Je vais passer à la PME, puisqu'on parle de start-up. C'est celle-là que nous essayons de donc, parce que les jeunes, quand ils vont voir 500 millions et 1 milliard de dinars, ça va être compliqué pour eux. Oui, on les poussera à venir chercher l'argent là où il se trouve. Donc, pour la PME, il faut que ça soit une SPA. Donc, aujourd'hui, une grande partie des entreprises qui sont créées, ce sont sous la forme de EURL ou de sociétés à responsabilité limitée. Donc, elles ne sont pas éligibles. Donc, il faudrait une modification statutaire. Il faut que ça soit une société par action.
Et pour nous, si la société a son capital est inférieur à 500 millions de dinars, et là, on va démarrer donc de 5 millions de dinars jusqu'à 499 999 millions de dinars, c'est considéré pour la bourse comme étant une PME. Donc, dans ce cas-là, elle pourrait se financer à travers la bourse en ouvrant 10% de son capital. Elle peut ouvrir plus si elle le souhaite et avoir donc. Et là, vous remarquez que nous exigeons, enfin, il y a une exigence de 2 bilans d'activité. Ça veut dire que l'entreprise doit avoir au moins 2 années d'ancienneté. Bon, une start-up, si elle commence au bout de 2 ans, 3 ans, elle aura la possibilité donc de grandir. Le marché boursier pourra donc plus tard lui ouvrir les portes de la bourse et bien sûr se faire accompagner par des promoteurs en bourse. Donc on voit ici que les conditions de financement existent. Maintenant, les mettre en œuvre, il suffit pas uniquement de mettre la législation, la réglementation, enfin de la produire, mais aussi il faudrait qu'il y ait de la pratique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là qu'aujourd'hui, on le constate, moi je le vis en tant que directeur général de la Bourse d'Alger, nous n'avons pas un écosystème financier solide. Il y a des maillons qui manquent dans l'écosystème financier algérien. Nous n'avons pas d'analystes financiers. Nous n'avons pas suffisamment de capital risqueur. Nous n'avons pas suffisamment de sociétés de gestion de patrimoine, par exemple. Nous n'avons pas de sociétés, qui sont dans le conseil. Donc, tous ces métiers-là, aujourd'hui, manquent pour que nous ayons un système ou un écosystème qui soit très réactif pour la prise en charge des besoins de ces entreprises. Parce que beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui, ils ne savent pas à qui s'adresser. Ils connaissent certes, ils vous disent, en dehors de l'autofinancement, il ne peut aller voir que son banquier. Ben, si aujourd'hui le banquier ne peut pas le financer, il va falloir qu'on lui trouve des solutions de rechange. Les fonds d'investissement doivent être là, les analystes financiers doivent pouvoir faire les études nécessaires et les analyses nécessaires pour dire quelles sont les entreprises viables, dans quelles sociétés nous pouvons investir. Aujourd'hui, je mets au défi un analyste financier. Je n'ai pas vu les entreprises, il y a la reddition des comptes des entreprises, je n'ai pas vu d'analyse financière sur les sociétés algériennes, quand bien même le code de commerce les oblige à publier leurs comptes. Mais il n'y a pas d'études sur ces sociétés-là. Comment peut-on investir si nous n'avons pas l'information disponible? Donc l'idée d'avoir un écosystème financier fort se pose aujourd'hui et je pense que nous n'avons plus le choix d'attendre que les choses en fait évoluent d'elles-mêmes. Il faudrait que nous soyons des acteurs dans ce changement-là. Il faudrait que chacun de là où il est, chef d'entreprise, banquier, bourse, régulateur, etc., chacun doit pouvoir apporter sa touche pour que nous puissions mettre en place les solutions de financement nécessaires pour nos sociétés, pour notre économie, parce qu'aujourd'hui, avec la crise du Covid, il faudrait qu'on se projette dans l'après-Covid pour trouver des solutions dès maintenant pour envisager donc un redémarrage très rapide de l'économie algérienne. Voilà en gros ce que je voulais dire. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questionnements de certains de ceux qui nous suivent, mais s'il y a des questions, je suis là donc pour répondre. Et encore une fois, je vous remercie, Si Ali, pour m'avoir donné cette opportunité donc, de développer ce sujet. Et je souhaite plein de réussite à votre forum. Merci beaucoup, Sidi Yazid, d'avoir partagé avec nous cette présentation qui est très claire et certainement permet de donner plus d'informations aux jeunes qui veulent créer des startups. Je vais donner la parole rapidement à 2 conférenciers qui sont là, qui ont posé. Il y a avec nous Habib Atiya, qui est conseiller senior au niveau du Fonds monétaire arabe à Dubaï.
Habib Atiya, Habib Atiya. C'est Atiya. Bonjour, bonjour, bonsoir tout le monde. Parce qu'il y a certains sont au Canada, d'autres en Algérie. Moi, je suis personnellement à Abu Dhabi. Il est minuit ici. Et bon, ça. Il est à Abu Dhabi, il est le conseiller au Fonds monétaire arabe. Oui, en fait, je suis au Fonds monétaire arabe depuis 2016. Mais avant, j'ai travaillé quasiment 20 ans dans le secteur financier, particulièrement dans l'inclusion financière et tout ce qui est en lien avec la transformation digitale dans les services financiers, la promotion des services financiers de masse. Moi, je ne vais pas faire peut-être des questions. La présentation est très claire, elle est très intéressante. Merci beaucoup, Yazid, pour cet éclairage. Moi, je voudrais simplement peut-être rajouter deux, trois choses. Premièrement, par rapport au concept de start-up et des PME, je pense qu'il y a une différence fondamentale. Yazid, il a bien précisé au début. En fait, start-up, PME, grande entreprise, ce sont toutes des entreprises qui interviennent sur un marché. La seule différence, c'est le risque et c'est l'innovation. Quand on parle d'innovation, on ne parle pas uniquement de la technologie, mais on parle d'innovation au sens large. Donc, il faut prendre le concept de start-up avec l'innovation au sens large et du coup, les risques qui sont associés. Et donc, toute la question fondamentale de financement des start-up et des PME repose sur la notion de risque. Et c'est le cas d'ailleurs pour le métier de la banque, y compris pour le métier de ceux qui interviennent en bourse, en fait, les investisseurs. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, sur les modes de financement. Bon, le crowdfunding, ça c'est bien, ça c'est super. Les crowdfunding, en fait, c'est pas nouveau. Peut-être tout le monde a entendu parler des tontines en Afrique. Et ça date des années, voire même des siècles, que les tontines en Afrique ont commencé à travailler. Mais la différence entre les tontines à l'époque et les crowdfunding aujourd'hui, c'est la base. C'est la base d'investisseurs, c'est la base de ceux qui mettent l'argent pour financer les projets. Enfin, quand je dis les projets, ce n'est pas tout à fait les projets, parce que le crowdfunding, c'est des petites sommes. D'ailleurs, on le dit souvent en anglais, crowdfunding is a venture by raising small amounts of money for a large number of people. Donc, le socle du crowdfunding, c'est d'élargir la base de financement, ce qu'on appelle les financements décentralisés, ou bien les financements alternatifs. On peut trouver aussi ce qu'on appelle peer-to-peer learning, c'est-à-dire des gens qui se financent entre la question fondamentale ici, pour un État, pour un régulateur, c'est comment s'assurer que ce genre de financement ne va pas impacter la stabilité d'un système. Mais en financement de projets ou d'idées, voire même des petites activités, ça se fait depuis des années. Donc ça, c'est deux petites précisions, mais je pense Yazid, il les a bien pointues dans la présentation. Maintenant, revenons au financement traditionnel. Parce que financement décentralisé, je pense aujourd'hui, si on parle concrètement en Algérie, on n'est pas, je dirais pas qu'on n'est pas qu'on est loin, mais on n'est pas prêt aujourd'hui à aller vers des financements décentralisés. Pourquoi? Premièrement, du point de vue de la structure du système financier en lui-même, parce qu'un financement, c'est un marché. C'est-à-dire, le marché de l'argent, c'est comme un marché des fruits, c'est comme un marché des légumes, c'est comme un marché facteur, c'est un marché. Donc, et dans un marché, tu dois avoir ce qu'on appelle l'offre et de la demande. Aujourd'hui, l'offre et la demande pour les services financiers, ce n'est pas la demande qui en manque, mais le problème, c'est l'offre. Pourquoi l'offre en manque aujourd'hui dans le service financier en Algérie? À la base, c'est la structure elle-même du secteur. Le secteur financier, je ne vais pas parler du secteur bancaire, c'est tout le monde sait, Yazid l'a rappelé, 95% aujourd'hui, le financement vient du secteur bancaire. Et donc, on connaît très bien la proportion, le poids de ce financement dans l'économie. Et du coup, il va falloir trouver des alternatives, des financements, de nouvelles alternatives de financement. Mais le problème, on ne peut pas rejeter ça pour dire aux jeunes, écoutez, vous n'avez pas de crédit bancaire, trouvez une autre alternative de financement. Le problème n'est pas là. Parce que les jeunes ne peuvent pas trouver une autre alternative de financement parce qu'il n'y en a pas sur le marché. Les seules sources de financement qui existent aujourd'hui sur le marché algérien, c'est bien la banque. Et Yazid, il a bien souligné, la bourse fait son effort pour introduire de nouvelles sources, de nouvelles formes de financement. Et aujourd'hui, le marché algérien, on le connaît tous. Il y a la banque, il y a l'enseigne. Il n'y a pas d'autres sources de financement. Le crowdfunding, c'est très bien. Je vois que la loi de finances a intégré un article. Maintenant, on est au stade d'article.
il va falloir développer tout un corpus réglementaire. Mais je dirais non. Moi, je ne dirais pas de développer tout un corpus réglementaire dans un premier temps. Il faut développer d'abord l'activité avant de développer un corpus bien détaillé. Parce que si on développe dès à présent un corpus bien détaillé sur le crowdfunding, on prend celui de la France, ou l'Afrique, ou l'Amérique latine, aux US, là, ça peut ne pas fonctionner. Ça peut bloquer carrément le financement des startups. Donc, c'est pourquoi le dilemme, le paradigme toujours entre le financement, enfin l'innovation et le marché est toujours associé. Donc, il faut aller avec la réglementation progressive et non pas de suite on met en place une loi et du coup, toutes les institutions seront bloquées et le marché ne sera pas bénéficiaire. Ça, c'est un premier point sur la disposition. Maintenant, le deuxième point, comment on peut financer les startups? Premièrement, les startups, ils ont deux phases disons, de vie. Yazid l'a mentionné, une phase d'amorçage. Donc, à la création, il n'y a pas que les financements. Il manque. Il y a aussi l'encadrement, ce qu'on appelle, d'ailleurs, j'ai entendu parler qu'il y a un projet d'incubateur, voire même il y en a deux aujourd'hui, mais il y en a d'autres qui vont se développer très rapidement. Ça, c'est très bien. Parce que quand on développe des incubateurs, on est en train de nourrir les idées. Et quand on nourrit les idées, on cerne davantage les risques. Et quand on cerne davantage les risques, on peut accéder à des financements. Maintenant, qui va donner ces financements? C'est toute la question. Aujourd'hui, on a quelques sociétés de capital risque qui peuvent donner des financements. Et capital amorçage, dans un premier temps, pour les startups, pour les cas algériens, moi, je crains profondément que même les sociétés de capital risque qui existent aujourd'hui, elles ont du mal à aller sur ces marchés, sur ces idées novatrices. Pourquoi? Parce que c'est un marché qu'ils ne connaissent pas, même ce sont des capitaux risqueurs, mais c'est des marchés qu'ils ne connaissent pas. C'est du nouveau en Algérie. Donc, personne n'osera prendre le risque dès le début. Et pourquoi l'intervention de l'État est importante ici? Parce que moi, personnellement, je ne veux pas l'intervention de l'État pour recapitaliser les banques publiques. Ça, c'est l'argent perdu. Et je veux plutôt l'argent public de l'État, au lieu de recapitaliser les banques publiques, mettre en place un fonds de garantie pour le capital amorçage. Et ça va inciter les sociétés de capital risque que nous avons aujourd'hui en Algérie d'aller vers ces startups et de les financer dans un pays. Mais en parallèle, il ne faut pas les laisser en amorçage. Il faut y aller vers le développement. Parce que l'idée, je pense, hier, j'ai suivi l'intervention de Béchir Halimi. Je pense, on commence par l'idée, mais il faut aller se développer après. Et comment se développer après? Il faut qu'il y ait, je ne dirais pas des incubateurs, mais il faut qu'il y ait aussi, l'État doit investir dans des accélérateurs. Donc, les accélérateurs aussi, tu n'as pas besoin uniquement d'accélérateurs parce que c'est un accélérateur sans financement, ça n'ira pas. Donc, il faut après… Ouais. Je m'excuse de vous interrompre parce que sur cette question, on aura après tout à l'heure Dr Yassine Ouelid qui est ministre délégué chargé des startups qui va évoquer cette question-là de l'écosystème des startups. Très bien. Je ne vais pas parler trop là-dessus, mais je vais parler sur le volet financement. Donc, je reviens toujours au volet de financement. Le cœur de la finance, c'est le risque. Donc, il n'y a pas autre chose. Le cœur de la finance, parce que c'est un marché, je donne de l'argent, parce que j'ai confiance en la contrepartie de me rembourser à temps. Que ce soit financement traditionnel, financement bourse ou financement start-up, financement innovant. Donc, je pense, moi, profondément, je crois qu'il est temps d'aller encore de l'avant sur le venture capital. Ça, c'est aujourd'hui je ne dirais pas une nécessité, mais je dirais une urgence. On va compter, Inch'Allah, sur les capitals risqueurs qui existent aujourd'hui, je pense. Yazid les a rappelés, je pense, il y en a 4 ou 5 aujourd'hui qui sont sur le marché, d'aller sur une première phase de financement d'amorçage de capital. Dans un deuxième temps, il faut que le marché algérien soit prêt à accueillir de nouveaux acteurs donc pour le développement. Peut-être un point sur la finance en général. Moi, je pense, comment parler de startups, d'écosystème des startups, la finance aussi, c'est un écosystème. Donc, si la banque ne fonctionne pas, la bourse ne fonctionne pas, la régulation ne marche pas, l'innovation ne suit pas, ça, c'est problématique pour le secteur financier algérien. Deuxièmement, on ne peut pas parler de financement si les gens ne sont pas déjà dans le secteur.
Les gens, ils n'ont même pas de compte bancaire. Donc, comment voulez-vous qu'ils aillent à la banque pour les financer? Il n'y a pas d'historique, donc il ne faut pas les financer. Donc, l'inclusion financière, je crois, elle est aujourd'hui une priorité absolue en Algérie. Quand on regarde les données, je prends simplement les données du Findex. En Algérie, on a 45%, disons, taux de bancarisation, si je peux l'appeler ainsi, parce que c'est le nombre de comptes auprès des banques et des établissements financiers, enfin, particulièrement auprès des banques, c'est 45%. Donc, on est loin du compte. Et aujourd'hui, il y a de nouvelles technologies qui permettent d'aller un peu plus loin dans l'inclusion financière. Je parle du digital, par exemple. Par exemple, le Digital Financial Services, tout le monde connaît les expériences en Afrique. Ici, dans le Moyen-Orient, on regarde la Jordanie, ils ont développé le Jomo Pay. Donc, tout le monde aujourd'hui, les gens, ils travaillent, l'argent est dans le compte, l'argent est dans le circuit, l'argent circule. Donc, ça, je pense, la question d'inclusion financière est prioritaire dans un premier temps. Deuxièmement, la question d'ouvrir le champ pour de nouveaux investisseurs risqueurs sur le marché algérien est une priorité absolue également. Et troisièmement, qui est aussi très important, pour ne pas refaire des expériences de mon siège, comment s'appelle la deuxième, Akidi, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, le deuxième dispositif. Anyway, les expériences. Lundi, non, ce n'est pas lundi, c'est l'autre des chômeurs là. Comment ça s'appelle? Knack. Voilà, le Knack. Ouais. Et là, je ne vais pas refaire l'expérience. Moi, je me rappelle en 2005, j'étais à la Banque mondiale, j'étais à TGAP, qui est un consortium international sur l'inclusion financière. Nous avons fait à l'époque une évaluation très poussée de l'inclusion financière, ou bien de la bancarisation de masse en Algérie. Excuse-moi de vous interrompre, ce que vous dites est très très intéressant, mais on devrait vous organiser une conférence pour ça. D'accord, peut-être le dernier point sur… Voilà, s'il vous plaît, dernier point, parce qu'on est déjà en retard de 45 minutes. Oh là là. Le dernier point pour Yezid, peut-être par rapport à la bourse. Moi, je suis très… Je vous promets de vous organiser une conférence. Préparez-vous. Je vais vous donner ma place, pas de problème, dans le programme. Non, peut-être pour Yezid. Inch'Allah. Pour Yezid, juste un dernier point. Je reviens au projet enfin, pas le projet, je pense que c'est en cours maintenant, les PME à la bourse. Ça, c'est super, c'est très bien. Mais la question qui se pose toujours à la base, c'est qui les investisseurs à la bourse? On trouve toujours, c'est les banques publiques. Donc, il faut, si on n'arrive pas à élargir la base d'investisseurs, particulièrement institutionnels, voire même publics, on aura du mal à faire bouger le window des PME au niveau de la bourse. C'est toujours la même histoire, c'est toujours la même proportion de risque. Voilà, donc je suis désolé si j'ai pris beaucoup de temps, c'est Ali, mais je serais ravi de… Avec plaisir, c'est… Merci beaucoup. Yazid, vous pouvez répondre rapidement? Ce que j'ai dit, ce que vient de dire c'est Habib, il va dans le sens de ce que j'ai développé. Effectivement, l'écosystème est très important. Donc, comme je l'ai précisé tout à l'heure, il y a des maillons qui manquent, c'est des maillons qui sont assez importants. C'est comme une chaîne en fait. Donc, s'il y a un maillon qui manque dans la chaîne, la roue ne peut pas tourner. Donc, il faudrait travailler sur ça. Il est vrai aussi que parfois, nous avons donc une multitude de textes qui est là. Donc, il y a une provision de textes. Mais après, dans l'application, le problème se pose. J'ai cité les cas des 48 fonds de Wilaya. Entre 2009 et 2020, ma foi, ils auraient pu jouer quand même un rôle important dans le financement de beaucoup d'entreprises. On va dire peut-être des sociétés qui étaient dans l'enseigne, qui ont un peu plus besoin de financement pour développer leur business. Ils auraient pu prendre des risques dans ces entreprises-là. Ils ne l'ont pas fait parce qu'on est dans une logique aussi peut-être de peur, passer de l'argent public, etc. On pourrait revenir aussi sur la question de l'acte anormal de gestion. Voilà, pour ne pas s'étaler. Mais toujours est-il que pour ne pas être, il faut que nous soyons positifs. Il faut dire que les capacités sont là. Il y a pas mal donc de capacités qui n'ont pas encore été activées. C'est le moment de le faire et nous pouvons donc dépasser
avec le moins de, on va dire, de turbulence cette phase, la phase à venir en fait. Voilà. Merci beaucoup, Sidi Yazid.